quoi parler quand on peut voler? Glaive. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui, après le film que je ne nommerai plus, je viens vous parler d'une nouvelle purge made in France. Youhou, j'aime ma vie. Bien évidemment, je parle d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Bon, en même temps, ça ne devrait surprendre absolument personne. Il n'y a rien qui va et pour tout vous dire, j'ai vu le film début décembre, la même semaine qu'Avatar, d'ailleurs, un paye ton grand écart, et je ronge mon frein depuis, impatient de tirer sur l'ambulance. Avant qu'Antoine prenne plaisir à massacrer le dernier Astérix, je m'incruste pas longtemps pour parler des chouettes séries qui ont débarqué en janvier sur Crunchyroll, la plateforme de streaming dédiée à l'animation japonaise. Il y a eu des retours d'animés très attendus, comme la fin de la saison 6 de My Hero Academia, le phénomène mondial qu'on ne présente plus, et en plus de pouvoir faire le bilan sur les dégâts causés par la dernière bataille du Front de Libération du Paranormal, on aura droit à un nouveau générique de fin. Il y a aussi la saison 2 de Vinland Saga, dans laquelle on retrouvera Thorfinn, mais beaucoup moins nerveux qu'avant, vu qu'il est devenu esclave et qu'il doit donc retrouver sa niaque et sa rage de vivre. Côté influence jeu vidéo, l'animé Bofuri, je suis pas venu ici pour souffrir alors j'ai tout mis en défense, oui c'est le titre, a fait son retour pour une saison 2, l'occasion de retrouver celle qui se fait appeler Maple, la joueuse du fameux VR MMO pour qui la défense est toujours la meilleure option. Toujours dans le registre de l'action, les abonnés vont pouvoir découvrir Blue Lock, l'animé de foot qui emprunte plus à Battle Royale qu'à Olive et Tom. On peut s'attendre à toujours plus de sadisme avec une sélection de plus en plus impitoyable de la part du Japon qui a toujours pour but de trouver et entraîner l'attaquant suprême. Crunchyroll a aussi ajouté quelques nouveautés prometteuses à son catalogue, telles que Nier Automata Ver 1.A1, je sais absolument pas comment il faut prononcer ce truc, qui devrait taper dans l'œil des amateurs de science-fiction, mais aussi des joueurs du RPG culte dont il est tiré, Nier Automata. Pour rester dans la SF, on peut aussi citer la série post-apocalyptique Trigun Stampede, qui n'est pas sans rappeler le génial Mad Max Fury Road, et qui est aussi l'adaptation du manga Trigun, qui fait partie des monuments du genre au Japon depuis sa création dans les années 90. À l'approche de la Saint-Valentin et du bilan annuel forcé sur notre vie sentimentale, on va pouvoir rire et décomplexer un peu avec Tomo-chan est une fille, qui raconte les pérégrinations sentimentales d'une fille amoureuse de son meilleur ami, mais pas franchement fleur bleue et pas très à l'aise avec le concept de séduction. Bref, qu'on soit plutôt comédie romantique, épopée futuriste ou action épique, il y a forcément de quoi trouver son bonheur et une bonne excuse pour rester tout le week-end au chaud sur le canapé. Notez d'ailleurs qu'à l'exception pour l'instant de Bofuri, tous les titres cités sont disponibles en VOST et bientôt en VF. Allez, salut, je vous rends Antoine. Depuis la révélation de son casting jusqu'à ses bandes annonces, on avait bien compris que ça sentait le cochon fier de se vautrer dans son propre caca, mais c'est justement ce qui m'intéresse et c'est par ce prisme que je vais angler cette critique, parce que si c'est juste pour dire que c'est naze, ça n'a pas grand intérêt. Quand on pense à Astérix au cinéma, on pense à Mission Cléopâtre et surtout au fait que personne n'a fait mieux depuis. Mais ça n'empêche pas les producteurs de pâter, d'essayer encore et encore, avec une inconscience presque fascinante dans le choix des créatifs, notez mes gros guillemets, auxquels ils confient ce type de projet. Donc si j'essaie de me mettre dans la tête des décisionnaires, la meilleure idée était de confier ce nouvel Astérix à Guillaume Canet. Vraiment j'essaie de comprendre la logique mais je vois pas. Parce que ça veut quand même dire confier 65 millions d'euros et un film d'aventure avec une certaine ampleur à un mec qui jusque-là a signé des films de vacances de luxe avec ses potes dans le bassin d'Arcachon. Imhotep? Bah non, pas Imhotep, et sans grande surprise, tout ça prend la forme d'un film à sketch mal branlé et même pas drôle, où le tempo comique est à l'image de la mise en scène. C'est-à-dire absent. Ajoutez à ça des caméos tout nazes et opportunistes qui espéreront rassembler les cinquantenaires qui regardent encore la télé et les 18-25 en moque de McFly et Carlito, et ça vous donne un truc informe. À tel point d'ailleurs qu'on se dit qu'il réussit quand même le miracle de reproduire toutes les erreurs d'Astérix aux Jeux Olympiques, qui était pourtant déjà la bouse la plus fumante de la saga. Bon après me demandez pas lequel est le pire, parce que même pour la science, hors de question que je remate Astérix aux Jeux Olympiques. Promis, je vais rentrer dans le détail d'ici quelques instants, mais depuis que j'ai vu le film, le fait qu'on soit face à une telle catastrophe industrielle me fait pas mal cogiter. Parce que bon, quand même, on le voyait venir depuis l'annonce du projet. Et pourtant les mecs ils sont allés quoi, ils ont vu l'iceberg mais ils ont foncé dedans. Alors comment expliquer que les mecs aient quand même assumé de claquer autant de thunes dans un projet mort-né? Eh bien j'ai ma petite idée là-dessus, mais ça m'oblige à faire un petit détour. En septembre 2022, le magazine Le Film Français a sorti un numéro qui a fait un tout petit peu jaser. Si vous ne connaissez pas, sachez juste que c'est une revue importante pour les professionnels du secteur qui regroupe plein d'infos sur les projets en cours, mais aussi les chiffres de toutes les salles de France.
En toute logique, le MAG était présent au congrès de la FNCF, la Fédération nationale des cinémas français. C'est un événement assez important qui se déroule tous les ans à Deauville et où les distributeurs de films viennent présenter leur line-up pour les mois à venir, un peu comme un E3 du Cinoche si vous voulez. Et pour illustrer l'événement, le film français a choisi une couverture légèrement suicidaire. On y retrouvait en son centre Jérôme Sédou, le patron de Pathé, entouré par Pierre Ninet, Vincent Cassel, Pio Marmaille, François Civil, Danny Boone et bien sûr Guillaume Canet. En gros, tout son crew de bons petits mâles blancs bien installés depuis au moins 10 ans, regroupés derrière la bannière des plus gros films à venir chez Pathé, à savoir donc Mascarade, puisque c'était avant sa sortie, la prochaine comédie de Danny Boone, La vie pour de vrai, ça promet, et les deux méga mastodontes de 2023, Les Trois Mousquetaires et Astérix. Alors bien sûr, une bonne partie de l'industrie est montée au créneau face au manque flagrant de diversité de cette image, censée pourtant refléter un événement majeur pour le cinéma local. C'est d'autant plus navrant que le congrès des exploitants de 2022 a mis l'accent sur les enjeux du cinéma français depuis la crise du Covid, cinéma français qui connaît un rayonnement international non pas avec nos comédies beaufs, mais avec des films réalisés par des femmes et récompensés dans les plus grands festivals, du Titane de Julia Ducournau à l'événement d'Audrey Diwan, en passant par le récent Saint-Omer d'Alice Diop, reparti avec le Lion d'Or de Venise. Mais au-delà de ce problème évident de représentation, cette homogénéité révèle surtout la petitesse d'esprit de l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution françaises. Parce que oui, la cerise sur le gâteau, c'est le titre de cette couverture qui affiche fièrement Objectif Reconquête. Je passerai rapidement sur la bêtise derrière le choix de ce mot, alors qu'il est quand même un petit peu connoté politiquement depuis quelques années, mais je suppose que c'est assez révélateur d'une approche rentre-dedans et pas bien finaude. Cette reconquête, ce serait celle d'un public qui ne se déplace plus trop en salle depuis le Covid, et que je pourrais grossièrement résumer à une tranche allant de 40 à 60 ans, et qui d'ordinaire ne se déplace déjà que quelques fois dans l'année, soit pour un film à grand spectacle, soit pour une comédie populaire. L'outil de communication principal de cette cible, ça reste bien souvent la télévision, et c'est pourquoi Astérix est d'ailleurs sur toutes les chaînes avec la subtilité d'un tractopelle pour assurer la promo, en particulier sur les chaînes du groupe TF1 puisque c'est l'un des producteurs majeurs du film. Donc plutôt que de chercher un renouvellement du cinoche français et une orientation du côté de la jeunesse, la reconquête prônée par Pathé ne pourrait se faire qu'avec du bon gros blockbuster bien franchouillard et ultra cher, basé sur des propriétés intellectuelles déjà adaptées 100 fois et confié à des gens qui n'ont clairement pas le talent ou les compétences techniques pour faire ça bien. Parce que bon, j'adore Astérix, j'adore Alexandre Dumas et je tuerais pour que quelqu'un fasse une adaptation correcte de Jules Verne dans nos contrées, mais franchement, ça intéresse qui de voir une énième version des Trois Mousquetaires avec Vincent Cassel et Romain Duris? Surtout quand c'est confié au réal de Papa ou Maman et d'Eiffel, et que la bande-annonce montre de la chiquicam moche et une photographie marronasse qui me rappelle les fonds des slips que je porte une semaine avant de les vendre sur mon OnlyFans. Le lien est en description si ça vous intéresse. Pour revenir à la couverture du film français, le magazine s'est excusé pour le mauvais message qu'il a envoyé tout en jurant que voilà, c'était pas fait exprès, et j'ai bien envie de les croire. Bon là je vous vois me dire, bon t'es mignon, mais c'est quoi le rapport avec Astérix? Eh bien ma grille de lecture est la suivante. L'échec artistique cuisant de l'Empire du Milieu peut être totalement interprété à l'aune de cette couverture. Bien sûr, c'est chaud que ça invisibilise les femmes et toute une idée d'un ciné français autre, mais je pense que c'est moins un calcul politique que de la pure bêtise qu'on doit à une vieille garde du cinoche français persuadée d'être encore au top de la chaîne alimentaire. Et en fait, c'est ça Astérix, un film de gros boomers totalement inconscient de sa ringardise, et il y a deux éléments qui l'illustrent parfaitement. Bon, tout d'abord, il y a le scénario. Enfin, cette suite de blagues mal agencées, à la fois trop écrites et pas assez, et incapable de laisser de la place à l'impro de ses acteurs, comme Chabat savait pourtant si bien le faire. Mais ça raconte quoi l'Empire du Milieu? Eh bien qu'Astérix, il en a un peu marre de manger du sanglier tous les jours, et que la potion magique, il sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc forcément à vouloir manger des légumes, Obélix se moque de lui, et Astérix va essayer, bêtement, de lui prouver qu'il n'a pas besoin de potion pour être trop fort. Vous vous en doutez, comme les BD d'Astérix jouent sur leur aspect cyclique, démarrant avec le même monologue et se terminant par le traditionnel banquet, l'Empire du Milieu profite de cette idée de permanence du personnage pour justifier un discours bien arriéré comme il faut, ou quand même, ils s'en foutent ces gens avec leur progressisme. Là encore, je ne doute pas de la volonté initiale de Canet de faire un truc un peu plus équilibré que ça, mais la bêtise l'emporte et il y a un fossé entre la théorie et la pratique. Parce que ok, il y a deux blagues pour se moquer un peu du côté macho de ces personnages, entre Astérix qui est impuissant sans potion et César qui a un tout petit glaive parce qu'il est une petite quéquette MDR. Mais au final, s'il dépeint des cucks un peu risibles, le film les fait quand même gagner idéologiquement à la fin, puisqu'il faut, je cite, que l'homme porte la toge, et bien évidemment Astérix se remet à bouffer du sanglier parce qu'il ne peut pas délaisser sa nature initiale. Donc ce film sort en 2023, on est d'accord là-dessus.
Et ça m'amène d'ailleurs à mon deuxième point. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu est persuadé en fait d'être un film de 2002. C'en est même involontairement drôle parce qu'en plus de repiquer certaines vannes de Mission Cléopâtre et de mal recopier comme un gamin dyslexique, on dirait qu'il passe son temps à faire croire que ça n'existe pas. Quoi? Chabat? Donc, je connais pas. Du coup, pas de souce, on fait aucun effort sur les noms et leurs jeux de mots, alors que, je sais pas, mais même les Astérix les plus nuls ont au moins quelques propositions rigolotes. Là, les mecs, ils ont un boulevard et ils trouvent rien de mieux que Tatane pour une garde du corps chinoise et ils ont repris Antivirus pour le perso joué par Zlatan alors que c'était déjà celui de Jean-Paul Rouve dans Mission Cléopâtre. Peu importe leur nom. Mais en fait, c'est ça l'Empire du Milieu. C'est Bruce Willis dans Sixième Sens en fait. Le truc, il sait pas qu'il est déjà mort. Donc ça se retrouve à accumuler les acteurs, les humoristes et les caméos nuls en espérant ressusciter le fameux esprit Canal+. Mais en même temps, ce n'est pas aidé par le manque évident de talent de Canet dans le domaine de la direction d'acteurs, là où Chabat savait exploiter au mieux le talent de ses comédiens, d'Edouard Baird à Gérard Darmon. Là forcément, en allant chercher Angèle, Big Flo et Oli ou Orelsan, bah c'est pas la même. Et c'est encore plus gênant quand on voit José Garcia jouer les grandes folles comme à la belle époque de ses sketchs avec Antoine Decaune, sauf que l'esprit Canal, il est mort et enterré et son cadavre pue déjà depuis un moment. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un argument plus simple encore pour expliquer à quel point cet Astérix est raté, et c'est Jonathan Cohen. Attention, ne râlez pas, ça me fait moi-même très mal de le dire parce que j'adore Cohen, son sens de la connerie et ses impros délirantes depuis Serge le Mito. La flamme et le flambeau, ça me fait hurler de rire, et même sur des trucs comme Budapest, le mec me fume. Mais même lui, il n'arrive pas à me tirer un sourire dans l'Empire du Milieu, c'est dire à quel point le truc est un encéphalogramme plat d'un point de vue comique. Alors bien sûr, je pourrais m'attarder sur plein d'autres trucs comme la pauvre Julie Chen qui est tellement mal dirigée qu'elle joue moins bien que ma cousine lors du spectacle de son école primaire, et elle jouait un arbre. Tout le monde a l'air d'être là pour cachetonner, mis à part peut-être Gilles Lelouch qui a l'air un tant soit peu de s'amuser en Obélix même s'il passe après Gérard Depardieu. Mais la véritable tragédie de l'Empire du Milieu, c'est qu'on voit que l'argent est négligemment jeté par les fenêtres. Malgré le budget colossal du truc, ça pue le tournage en studio, les VFX approximatifs et surtout un sens du cadrage catastrophique, en partie dans des scènes de baston qui voudraient rendre hommage aux classiques du cinéma d'arts martiaux. J'espère sincèrement que Guillaume Canet n'a jamais vu un Choi Ark dans sa vie, parce que si c'est le cas et qu'il a essayé de prendre des notes, c'est encore pire. Le découpage est infernal, la scénographie inexistante et le montage tout mou, si bien qu'on ne ressent jamais le moindre coup ou impact. Et vous allez dire que je tourne en boucle, mais même Chabat l'avait mieux fait dans Mission Cléopâtre lors du combat entre Numéro bis et Amon Beaufils. Il y avait une vraie connaissance des codes et l'implémentation maligne d'une part d'humour, alors que c'était même pas au cœur de son concept comme ici. C'est ni fait ni à faire, c'est insultant envers son public, et en même temps, ça confirme cette idée d'insouciance que j'évoquais plus tôt. Bah oui, parce qu'après tout, pourquoi s'embêter quand on peut faire une bonne grosse dope que les gens iront voir en masse? Mais d'un autre côté, Pathé et Guillaume Canet ne semblent pas aussi rassurés qu'on aurait pu le penser. Parce qu'entre-temps, les comédies dans le genre n'ont pas autant cartonné depuis la sortie du Covid. L'exemple le plus flagrant, c'est le troisième volet de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui certes a récolté un solide 2,4 millions d'entrées, mais on est quand même très loin des 12 millions du premier film. Et comme l'Empire du Milieu a coûté un paquet d'oseille, il ne pourra pas se contenter d'un petit 3 millions d'entrées pour se renflouer. Et c'est pourquoi Canet profite des interviews depuis quelques jours pour se présenter en sauveur du cinéma français, parce que selon lui, tout le métier attend le succès d'Astérix. C'est important que ce film-là marche pour que tous les autres aussi fonctionnent et soient financés. Parce que si un film comme ça ne marche pas, il n'y a plus un financier qui va remettre de l'argent dans les films. Oh bah miskin, fallait peut-être penser à faire un bon film pour commencer. La reconquête de Pathé n'en est que plus risible et à côté de la plaque. Et s'il faut désormais prendre en otage les spectateurs avec des comédies qui ne les respectent même pas pour espérer voir de meilleurs films, il est peut-être temps de repenser ses standards. Voilà, c'est bon, la torture est terminée, n'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à partager, à commenter. Mais avant de partir, je dois bien évidemment vous rappeler qu'Écran Large a besoin de vous pour rester un média libre et indépendant, et ça passe par un abonnement qu'on propose sur le site. Si vous en avez la possibilité, on propose contre quelques euros par mois un accès premium, avec des articles approfondis dédiés à des films aussi variés qu'Un monde parfait ou Sexe, mensonges et vidéos de Soderbergh. Le lien est en description, et sur ce, je vous laisse pour aller voir, je l'espère, un bon film. Allez, ciao!